Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre deux gorgées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une artiste qui a déjà eu plusieurs vies, Sophia Sicko. Coiffeuse, puis inspectrice de police, elle a finalement troqué les PV contre les punchlines. Et croyez-moi, ça verbalise sexe sur scène. Avec des spectacles comme Flic ou Femme et Sans gêne, Sophia décape le quotidien. Amour, boulot, âge, cliché, rien n'échappe à son interrogatoire. Toujours bienveillant, souvent hilarant. Ici, pas de lampe braquée dans les yeux, juste une bonne dose d'autodérision et un sens aigu de l'observation. On va parler parcours, improvisation, écriture et de cette liberté qu'elle défend sur scène comme dans la vie. Installez-vous confortablement. Tout ce que vous rirez pourra être utilisé pour votre bien-être. Place à l'interview de Sophia Sicko. Des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées. Bonjour Sophia. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Bien, merci. La peu toi. Eh bien Sophia, dis-nous un peu, d'où viens-tu? Moi je suis le numéro 6 de 7 enfants. Mes parents sont d'origine grecque et ils sont arrivés en 1958. Mon papa, il était mineur. Ma maman, elle avait un café, restaurant, bar. Et à Verviers, un des premiers restaurants grecs. Et je suis née donc ici, en Belgique, à Verviers plus précisément. Et voilà, donc j'ai évolué dans une mentalité méditerranéenne et bien évidemment avec aussi celle de la Belgique. Donc ça a fait un peu des étincelles parfois. Et comment était la petite Sophia? La petite Sophia, elle était je vais parler comme Alain Delon. Elle était à 6 ans, elle a été très triste parce que on a eu malheureusement un accident de voiture où j'ai perdu un de mes frères, donc j'étais dans la voiture et puis du coup, il a fallu après évoluer dans un deuil, évoluer avec une maman endeuillée, un papa endeuillé, toute la famille. On a un peu subi ce deuil qui était un peu fort parce que la Méditerranée elle vit bien le deuil, elle l'installe bien. Donc j'étais un peu livrée à moi-même, assez jeune, et c'est mes sœurs aînées qui m'ont un petit peu beaucoup élevée jusqu'à ce que 2 ans après, ma maman décide d'avoir le dernier petit papillon qui est ma petite sœur 8 ans après. Donc du coup, ma mère est devenue de nouveau jeune mère. Endeuillée, et puis moi j'ai reculé encore d'une place, donc c'était un peu particulier. J'étais un garçon manqué, j'étais très remuante, j'ai fait beaucoup de gymnastique de mes 6 ans à mes 16 ans à la Royale Thérésienne d'Andrimont, et voilà, je ne savais pas encore à l'époque, parce que ça a été diagnostiqué il y a 2 ans, que je souffrais d'un TDAH et d'une hyperactivité. Donc j'aurais pu être une enfant mal élevée, remuante, énervante, fatigante. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas. On l'a su et il y a à peine 2 ans. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de le savoir? Énormément en fait. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'entourage aussi en prenne conscience. Donc mes amis de longue date m'ont dit, oui, on n'est pas étonnés. Mais les personnes proches, elles doivent s'y intéresser parce que parfois c'est fatigant, mais parfois ça peut être rigolo aussi. Donc il faut pouvoir prendre ça d'une manière un peu plus légère. Donc je me suis beaucoup documentée. Tout le monde ne s'est pas documenté autour de moi, donc parfois les gens ne comprennent pas. Ça a un manque de concentration, mais ça m'a donné beaucoup de réponses sur tout mon parcours de vie de femme en fait, de cette instabilité parfois professionnelle qui a fait de moi un parcours professionnel très très atypique. Peut-être aussi que ça a joué dans mes relations sentimentales probablement, mais voilà. Donc aujourd'hui j'ai les réponses et ce n'est pas une tare du tout, c'est pas un handicap, voilà, je dois juste faire avec. Voilà, je cherche beaucoup après mes clés, même si j'ai fait plus de 100 dates avec mon spectacle, j'arrive encore à m'emmêler les pinceaux, mais bon, j'ai l'improvisation qui est là, j'arrive à remonter à rebondir sur mes plates-bandes, mais c'est vrai que ça a pu me donner aujourd'hui des réponses sur certains comportements et sur certaines relations que j'ai eues, aussi bien amicales que sentimentales, et ça m'a donné beaucoup de réponses. Revenons à ton enfance. Tes parents étaient-ils déjà aussi dans le spectacle ou pas du tout?
Alors pas du tout. Moi j'avais un grand-père qui jouait des cuillères. Toc, 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 toc. Pour le côté paternel, j'ai le côté maternel, j'ai un grand-père qui jouait de la lira, donc c'est un genre de grand violon comme ça allongé, parce que c'est les pondi qui jouent beaucoup de la lira. C'est une région de chez ma maman, une ethnie de chez ma maman, enfin voilà. Comme on pourrait dire les Wallons, les Flamands, les germanophones, voilà. Donc il y a les pondi, avec une grande histoire derrière. Donc après j'ai eu une sœur qui a joué de l'accordéon, j'ai eu ma jeune sœur qui a joué du violon, mais elle a vite arrêté, je pense qu'elle se faisait mal aux oreilles aussi. J'ai un frère qui joue du piano, et j'ai mon cousin Anthony Sikopoulos qui est aussi baryton et qui est chef de S-Nana, de la Malmédienne, qui a un parcours artistique vraiment très, très important. Mais j'ai envie de dire que toute la famille, j'ai envie de dire, on est une famille très drôle, avec beaucoup de premier degré, second degré. Mon père, ma mère, enfin, je veux dire, donc je pense que ce côté artistique, oui, on l'a, mais on l'a peut-être pas toujours développé. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de tes différents métiers. Tu as été coiffeuse, inspectrice de police, et maintenant tu fais une carrière sur scène. Comment tu expliques cette évolution? Mais c'est un peu particulier parce que c'est vrai que quand j'ai consulté pour la première fois, après la séparation avec le papa de mon fils, une psy, qui m'a dit, mais à mon avis, le fait que le deuil s'est installé, tout ce qui s'installe, c'est mauvais. Donc à ce moment-là, j'étais déjà coiffeuse, et c'est vrai qu'avant d'être coiffeuse, j'avais changé plein d'orientations professionnelles. J'avais changé plein de fois de direction. Au niveau de mes études, j'étais en sciences, puis j'ai été en couture, puis j'ai été en coiffure. Donc déjà là, j'avais difficile à me trouver. Puis j'ai été coiffeuse pendant quelques années. Je me suis installée très tôt, un peu trop tôt. Dès que je suis sortie de l'école, là je me suis dit aïe, je suis dans une cage dorée, ça va pas le faire. Je me voyais pas rester comme ça pendant des années. Puis comme je dis dans un de mes spectacles Flic ou Femme, j'ai une illumination sonore que j'ai entendue en me disant bah tiens, il y a des premières femmes qui rentrent à la police, il y en avait déjà à la gendarmerie. Donc j'ai passé des examens et j'ai eu le déclic là quand j'ai rencontré cette psy qui m'a dit attention, tout ce qui s'installe n'est pas mauvais. Donc je me suis installée dans le métier de policière que j'ai adoré pendant 20 ans, et parallèlement pendant 10 ans, au bout de 10 ans de police, j'ai fait un peu de théâtre, un peu d'improvisation parce que j'avais besoin d'exulter certaines tensions, parce que la police, c'était pas évident, il y a eu des bons et des mauvais moments. J'avais un parcours un peu tristounet aussi parce que toutes les histoires n'étaient pas drôles, même si parfois j'arrivais à trouver beaucoup de dérision et d'autodérision dans ce métier avec les collègues pour pouvoir un petit peu décanter. Donc j'ai été faire de l'improvisation théâtrale, et puis après j'ai commencé à écrire, et puis j'ai commencé à faire des spectacles, et puis je me suis retrouvée sur scène. Et puis quelques années après, juste un peu avant le Covid, j'ai eu un très gros burn-out, où je pense que cette histoire de TDAH, cette histoire d'hyperactivité, d'hyperémotivité, d'hypersensibilité m'a un peu bouffée, parce que j'ai été un peu attaquée par tous les fronts. Parce que aussi bien ma hiérarchie, aussi bien les politiques, etc., ne savaient même pas quoi faire de moi, alors qu'ils auraient pu très bien m'exploiter dans du public relation. Voilà, quand on voit aujourd'hui le policier Macquart, quand on voit face aux juges, quand on voit toute cette expansivité de télé-réalité, j'ai envie de dire, des professions, j'ai envie de dire que moi j'étais une avant-gardiste, mais ils n'ont pas sauté sur l'occasion. Donc j'ai eu pas mal d'ennuis d'une façon un petit peu insidieuse, et ça m'a amené à avoir un très gros burn-out. J'en ai perdu ma famille recomposée à ce moment-là, et puis est arrivé Covid, donc on peut pas dire que c'était un bon moment de pouvoir arrêter la police, mais j'ai arrêté, j'ai pas su, physiquement je ne savais pas, mentalement je ne savais pas. Tout s'écroulait, et malgré tout, j'arrivais encore à écrire, et à écrire des spectacles drôles pour faire rire les autres, pendant que moi, j'étais dans le désarroi. C'est un truc de fou, en fait. Avec Libéré, délivré, divorcé et Flic ou Femme, tu explores ta vie et tes métiers. Jusqu'où vas-tu dans l'autodérision pour toucher le public? Libéré, délivré, divorcé, je l'ai écrit avec Marc-André Igny, juste après Tu m'as promis, où j'avais fait un duo. Et le duo, voilà, chacun a pris sa direction. Et puis j'ai été trouver Marc en lui disant, voilà Marc, moi j'ai le fond,
mais j'ai pas la forme, je sais pas comment, par quoi commencer. La scène, je l'ai goûtée avec les improvisations théâtrales, avec le duo, donc j'ai vraiment envie de pouvoir faire ça. Et on a écrit dans la petite cuisine, et on a mélangé un peu nos vies en fait. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà vécu une séparation avec le père de mon fils, donc j'avais pas mal d'idées, et souvent, quand on était dans des repas avec des amis et tout ça, je parlais de toutes mes anecdotes, et aussi bien des leurs, d'une façon tellement humoristique que tous les repas partaient, mais en vrille, à rire, mais Sophia, c'est tellement ça. Et j'entendais des repas d'une dizaine de copines, où on me disait, c'est tellement moi, tout ce que tu dis, c'est tellement vrai. Je me suis dit, bon, écoute, va l'écrire. Et je l'ai écrit, Libéré, délivré, divorcé, qui a quand même 13 prix en festival. Mais voilà, donc... et puis après, ça s'est pas mal joué. Mais très mauvaise vendeuse, je suis très mauvaise commerciale par rapport à moi. Donc on n'a pas su aller au-delà des frontières de la Belgique, un peu la France, un petit peu la Suisse, un petit peu... Mais bon, pas tellement. Puis alors du coup, l'engouement commençait à se dire, mais il faut un deuxième spectacle. Et là, la presse commence à s'en prendre, gentiment à moi, en disant, bah oui, mais elle est policière, elle est comique. Bon, c'était encore un truc... un petit ou plat, je dis, bon, il faudrait peut-être l'assumer, arrêter d'essayer de le cacher. Parce que je disais tout le temps, on me disait, est-ce qu'on te reconnaît en rue? Je disais, s'il y en a un qui me fait comme ça, je me dis, me voir en spectacle. S'il y en a un qui m'a fait comme ça, c'est qu'on a eu un problème ensemble. Donc, voilà. Donc, on a fait Libérer. Après, on a fait donc Flic ou Femme. Et là, dans Flic ou Femme, bien évidemment, je n'ai pas parlé du côté obscur de la police qui peut paraître triste. Et j'ai respecté toutes les personnes qui avaient besoin de moi parce que moi j'étais beaucoup dans le social, j'étais beaucoup empathique, donc à ce moment-là je ne savais pas que j'étais une éponge en plus, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de remerciements, beaucoup de reconnaissance quand j'ai terminé à la police, j'ai eu beaucoup de témoignages, ça m'a fait beaucoup de bien. Et finalement, j'ai plutôt montré cette femme qui avait cette casquette de policière et sa casquette de mère et qui était devenue complètement parano et qui était complètement décalée par rapport à la prévention avec ses enfants et ses amis. Et aussi toutes les inepties qu'il peut avoir à la police, comme dans des grandes structures. Et alors, il y a 20 minutes d'improvisation dans ce spectacle où je dis, même si nous, on nous dénigre et qu'on nous met tous les noms d'oiseaux pour les policiers, trop zélés, trop ceci, trop cela, on connaît tout, j'ai pas besoin de les énumérer. Je vais dans le public et je dis, mais vous faites quoi comme métier? Et là, ça part, et on se rend compte que dans tous les métiers, ce n'est pas le métier qui fait qu'il est pas bien ou désagréable, c'est les personnes qui le travail, c'est ces personnes qui sont là. Il y a des bons et des gentils, il y a des imbéciles et des gens intéressants dans tous les métiers. Il y a toutes les tares. Et c'est là qu'on prenait conscience avec ce spectacle en disant, ouais, mais voilà, il y a quand même des inepties, il y a quand même des choses qui ne sont pas justes, mais c'est partout pareil. Ton parcours singulier qui mêle police et humour crée une voix originale dans le stand-up. Comment utilises-tu cette dualité dans ton écriture? Alors, je vais tout de suite rebondir, ce n'est pas du stand-up, c'est du one-woman show, comme du one-man show. Le stand-up, je l'admire énormément parce que je trouve que c'est une cascade de vannes en quelques minutes. Par exemple, moi, quand on fait un plateau d'artistes avec plusieurs artistes et qu'il y a des stand-uppers, j'ai du mal, parce que moi, avant de rentrer dans le personnage, de constituer une histoire et de pouvoir faire rire aux premières secondes, c'est un petit peu plus compliqué. Je pourrais, il faudrait en faire un concentré de tomates, mais voilà. C'est une discipline différente, le stand-up, et je l'admire, et c'est très bien, et il y en a qui le font très très bien, et je ne m'y suis jamais vraiment essayée. Après, sur la question qui est de savoir si... Comment est-ce que tu utilises cette dualité entre la police et l'humour dans ton écriture? Alors, tout ce qui est dualité, police, humour dans l'écriture, j'ai envie de dire, allez, il faut se dire ce qui est. Quand on était au commissariat, on avait quand même des champions du monde. Donc, ça n'a pas été très compliqué de... Allez, je ne peux même pas caricaturer. Il y a certaines situations qui sont restées telles quelles. Il faut dire que j'ai caricaturé aussi pas mal mon coéquipier, l'alias Dédé, dans le spectacle, et qui est un personnage haut couleur, qui est un artiste aussi, qui fait aussi de la musique. Il y a un groupe de ska, un groupe de musique irlandaise, et donc on était un petit peu artistes aussi. Et il nous fallait impérativement
dans ce métier des moments où il fallait qu'on ait un peu d'humour noir ou un peu d'aparté sur ce qui nous arrivait pour pouvoir décanter. Parce que on en a vu beaucoup dans la police qui, à peine pris leur pension, ils étaient malades, ils souffraient justement des œsophages, de l'intestin, ils avaient des troubles qui revenaient après. Et je disais toujours aux copains, il faut vraiment qu'on essaye de en rire d'une façon... attention, en rire avec beaucoup de respect. Hein, je ne parle pas de toutes les situations. Je reste très vigilante là-dessus, très, très, très empathique. Mais parfois, on avait des champions du monde et des situations incroyables. On le sait, ça. Allez, l'exemple le plus précis, c'est quand on avait l'émission Striptease. Nous avions ce panel de personnages-là au guichet ou sur le terrain. Donc, d'un fois, on arrivait avec une information où on devait descendre un chat d'un arbre, mais c'était pas un chat pour l'image, c'était un tigre. Donc, et j'ai envie de dire aussi que les policiers, ce sont des grands improvisateurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'on nous envoie comment ? On nous envoie pour une urgence, on nous envoie pour une action, il va y avoir des personnages, il va y avoir un lieu, et on va devoir faire et composer avec ça. Avec une ligne de conduite, avec un règlement, comme dans l'improvisation. Et on se retrouve avec des personnages hauts couleurs. Ce sont des courts-métrages, quoi. Mais oui. Et tu te dis, et puis il faut clôturer, il faut avoir une fin. Il y a un début, une fin, et puis une suite après, s'il doit lieu d'en avoir pour le reste. Donc, allez, c'est très caricatural ce que je dis. Je ne veux pas prendre à la légère le métier de policière. Je le respecte énormément. Je sais que les jeunes qui sont aujourd'hui là-bas, c'est très compliqué, c'est difficile, parce que je me tiens encore informée de ce qui pourrait se passer et ce qui se passe. Mais comme dans tout métier, je le répète, il y a des situations qui peuvent être racontées d'une façon drôle et où tout le monde peut s'y retrouver. Voilà. Tu parles justement d'improvisation. Tu en fais depuis 2008. Quel apprentissage garderais-tu de cette discipline ? Alors, c'était tout un début, c'était une petite troupe, on faisait ça à Visé, et on a appris quand même pas mal de choses, j'aimais bien. Mais aujourd'hui, je suis paralysée de faire des improvisations en groupe. J'ai tellement peur de cabotiner, j'ai tellement peur de prendre trop de place ou pas assez, de ne pas donner change. Par contre, l'improvisation seule, avec mon public qui est devant moi, j'adore. Je n'attends qu'une toute petite interaction pour pouvoir bondir, et c'est des moments délicieux que je partage avec mon public. Donc l'improvisation, ça fait partie de moi, ça fait partie de tous les jours en plus. Donc j'improvise ma vie, j'improvise avec les enfants, j'improvise avec les amis, et dans le public, quand ça arrive, c'est pour moi très jouissif, et pour eux c'est très très drôle. Ton spectacle Sans gêne, que tu joues depuis 2023, questionne sur la place de la quinca dans une société qui évolue un peu trop vite. Pourquoi ce thème et quel message veux-tu transmettre ? Pourquoi ce thème ? Parce que je suis dans la caca-attitude. Donc, et je me suis rendu compte que c'est difficile aujourd'hui par rapport à... Même si moi, j'essaie de bien me tenir informée sur les réseaux, parce que je suis obligée de manier l'outil pour mon travail, que je vois bien les enfants, et puis je vois que les relations sentimentales et la relation humaine en a pris un coup avec ces réseaux sociaux, qu'on est sur un gros marché, que c'est d'une tristesse absolue pour moi de faire des rencontres comme ça. Quand on vient faire un coucou, comment ça va, et toi ça va, et moi ça va, alors que la personne je ne la connais pas, et que je trouve ça triste. Je n'admets pas. Je peux pas avoir une conversation avec un monsieur, par exemple, qui voudrait m'inviter ou quoi que ce soit. Je trouve ça, mais d'une tristesse, et je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas les personnes qui font leur marché sur les réseaux sociaux. J'en parle, ça c'est une chose. C'est tout ce qui est côté réseaux sociaux, technologie, et toutes ces influences qu'il y a eu sur les relations humaines. J'en ai subi les conséquences. Je trouve ça malheureux. Après, je parle aussi de cette caca qui ne se situe plus avec ses enfants, avec tout ce qui va avec cette petite maladie qui nous a touchés, et qu'on ne parle pas souvent, de cette fameuse ménopause où les hommes ne nous comprennent pas parce qu'on est un peu trop chaud, qu'on est un peu irrité, ou qu'on ne dort pas bien, ou qu'on ne vit pas bien. Et là, on se dit, oui, mais la caca d'avant n'est plus la même d'aujourd'hui.
Elle peut se permettre d'avoir des cheveux longs, elle peut s'entretenir encore plus qu'avant, elle peut mettre des shorts, des jupes courtes. Elle doit pouvoir braver ses tabous et avoir une liberté d'action dans la vie. Elle doit pouvoir vivre encore. Je pense que c'est pas l'âge, moi, qui m'embête. Totalement, comme tout le monde, c'est l'enveloppe qui s'en va, c'est les premières rides. Et puis voilà, il faut s'entretenir, il faut faire du sport. Mais c'est vraiment ce côté où je n'arrive plus à me situer sur cette ligne du temps et où je condamne un peu les hommes de ne pas vraiment très bien nous comprendre. Mais d'un autre côté, je condamne aussi les femmes d'être parfois un peu castratrices ou trop princesses aussi, parce que celles qui pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à ouvrir le pot de confiture, elles ont raison. C'est elles qui ont tout compris. C'est elles qui savent dire bravo, merci, c'est parfait, t'es génial, t'es extraordinaire. Moi, j'avais pas compris, moi, ça. Moi, je croyais qu'une femme indépendante, c'était génial. Et pas toujours. Voilà. Donc, ce qui est aussi très horrible dans ma bio, j'ai envie de dire personnelle, ce que je montre sur scène peut pétrifier un homme qui voudrait s'approcher de moi. Alors que c'est pas ça du tout. Je suis gentille, je suis sensible, je suis une femme normale. Donc ce qui se passe, c'est que je pense que je suis très perspicace. Et comme je dis dans mon spectacle, 20 ans de police, 20 ans d'intervention, 20 ans de combi, 20 ans de suspect, 20 ans d'interrogatoire, c'est pas facile en effet de vivre avec moi. Tu as joué ce spectacle justement sans gêne 30 fois à la Comédie Centrale à Liège. Ouais. Quel est l'accueil du public? Quels sont les souvenirs que tu en retires? Et quels sont les défis d'écriture pour ce spectacle? Alors Liège, c'était un rodage. Éric Marquis m'a offert cette merveilleuse opportunité de pouvoir avoir des salles pleines, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des abonnés, il y a aussi des gens qui voulaient voir mon nouveau spectacle. Il y avait un mélange de public, des gens qui ne me connaissaient pas. Alors que ça faisait 10 ans que je faisais de la scène, qui me disaient « Ah, belle découverte !» Tu étais là comme ça, en train de te dire « Non, mais c'est pas une découverte !» Mais bon, voilà, c'est normal. Alors, c'était très particulier. Donc, il faut savoir que j'ai encore écrit ce spectacle-là avec Marc Andréini. On a fait des répétitions, on a fait la générale. Mon manager, régisseur était là tout le temps. Et tous les soirs, donc je jouais, on captait. Je rentrais vers 11h30, minuit, 1h parfois, parce que je faisais mon petit bas de foule. Je retravaillais tout le spectacle et le lendemain, je rejouais parce qu'il fallait réajuster. Donc, c'est un gros laboratoire. Tout ce qui est rodage comme ça en 25 fois, des fois on doublait. Il y a eu des bons moments, il y a eu sûrement des moins bons, parce que voilà, moi, comme je dis, c'est un rodage. Et malgré tout, les spectacles de Sofia Sicco, je vais encore parler comme Alain Delon, ils sont évolutifs. Parce que la vie, elle est évolutive. Donc moi, je peux pas me figer. Certes, j'ai un arc, j'ai un tronc, la ligne directive est là, mais il m'arrive tellement de choses encore sur le côté que je vais chercher de temps en temps les petites branches et les petits bourgeons que je ramène là, ou bien aller rechercher la sève qui m'est montée d'ailleurs, ou que j'ai là. Donc il y a toujours des choses nouvelles qui peuvent se rajouter. Il y a d'autres choses qui vont partir parce que pour moi elles n'ont peut-être plus de sens, ou qu'elles n'ont plus l'évolution du spectacle et du message qui devient de plus en plus concentré et de plus en plus palpable aujourd'hui qu'il n'était au départ. Donc fatalement, et c'est ce que beaucoup de personnes me disent, on vient venir te voir 2-3 fois. Certes, la base est la même, mais alors j'ai redécouvert d'autres sketchs, d'autres trucs. Et je trouve ça... au départ, je me disais, oh non, moi le par cœur, c'est pas possible. Donc, si, il y a bien évidemment les blocs qui sont là, la trame qui est là, mais parfois je vais changer, je vais mettre ça là parce que ça a plus de sens avec ça. N'oublions pas le trouble encore, qui est là, qui dit, mais pourquoi j'arrive pas à retenir mon texte? Pourquoi est-ce que... parce que dans ma tête, c'était pas une histoire cohérente. Donc si elle n'était pas cohérente pour moi, elle pourrait pas être pour les autres. Pourquoi est-ce qu'elle nous a emmenés là-bas? Pourquoi est-ce que... Mais moi, avec tous mes tiroirs qui s'ouvrent et qui se ferment, c'était cohérent, moi. J'ai compris. Non. Alors voilà, tout ça, ça a été là. Et le spectacle a été encore joué tant de fois après, je pense qu'on va revenir après sur Avignon, qui a été encore un autre laboratoire là-bas. Justement, parlons d'Avignon. Tu en reviens. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu y as fait là-bas? Alors, Avignon, c'était un truc, mais de fou. Bon, je pars, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que c'est Avignon. On fait beaucoup de réunions
entre potes qui ont fait Avignon, qui n'ont pas fait Avignon. On a une fédération qui nous réunit, la Fédération belge des humoristes professionnels, FBPH, voilà. Et Fédération belge des humoristes professionnels, ou contre, tu vois, regarde, même ça, je n'y arrive pas, mais c'est pas grave, on a compris. Donc du coup, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que c'était Avignon. Moi, mon seul stress, c'était de savoir l'inscription, le théâtre, le logement, qui va venir. Je savais pas combien de personnes il me fallait, enfin c'était un truc de fou. Donc c'était très stressant pour moi, qui aime bien d'être quand même un peu structuré et qui a besoin de structure et de post-it partout et d'agenda, tout ça. Arrivé là-bas, heureusement mon manager Yannick Marais avait pris le théâtre, m'a trouvé un beau créneau qui était 16h, mais même le créneau, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est bien à 13h, je sais pas si c'est bien à 16h, je sais pas si c'est bien à 22h, je sais pas, je vais là en pâture. Je pars pour Avignon avec un contentieux émotionnel qui n'était pas très sympa, mais bon voilà, ça c'est le privé. Donc il faut vraiment que je sois très solide. Donc nous voici avec 9 heures de route. On arrive là, je suis complètement stressée. On arrive 4 jours avant parce que j'avais vraiment envie de me mettre en place. On prend l'appartement, 4 étages, sans ascenseur, ça commençait bien, il faisait chaud, 41 degrés. Voilà. Et la première date, Avignon, c'est quand on n'a pas été, c'est une chose difficilement descriptible parce que j'ai envie de dire, c'est comme les francopholies avec 15 000 mètres, 15 000, comment est-ce qu'on dit ? Attends, 15 000 hectares, hein, c'est juste Avignon, enfin, la superficie d'Avignon. Et de 9h du matin jusqu'à 2h du matin, c'est en effervescence tout le temps. Donc il y a les passants, il y a les spectateurs, il y a le public, il y a les promeneurs, il y a les gens qui sont venus juste pour voir et qui n'en ont rien à faire de venir voir un spectacle, mais c'est pas grave, il y a de tout. Et il y a les artistes qui font leur pub et qui tractent, et on est là avec les tracts. Et moi c'était si c'est belge, c'est que c'est bon. Et je commençais comme ça, alors hop, il s'arrêtait, bah oui, c'est bon. Souvent, je n'avais que du positif. Bah, je dis Sophia Sicot, 16h à la Varenne, la billetterie, justement là, on va parler de nous, madame. Avec notre petit âge climatique et nous je tourne, il ne comprend pas toujours. Ça allait aussi vite que ça. Il ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, monsieur, mais il va nous adorer. On va le piquer un petit peu. Vous allez vous y retrouver dès que vous allez sortir de là. Vous serez votre meilleure amie, votre meilleure copine. Et vous allez m'adorer parce que vous allez comprendre des choses. Et si vous ne venez pas, ce n'est pas grave. Faites connaissance. Gardez avec vous le flyers et vous n'aurez qu'un mot. Un seul mot, tout l'hiver, regret. Et ça a été rapide comme ça, mais 20 000 mots la minute, les gens étaient... Et il fallait, à plusieurs, tracter comme ça. J'avais des t-shirts, on faisait des slogans et tout ça, pour remplir la salle. Il faut savoir que le premier jour, on est sur une salle de 50, on a 25 personnes, moi je suis trop mal. Je me dis, je vais jouer dans mon salon, quoi. Je suis trop mal, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ben non, parce que c'était énorme. Parce que parfois, il y en a qui n'ont que 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Moi, je n'arrive pas à comprendre que c'est bien. Je n'arrive pas à saisir que c'est génial. Et en effet, dans la petite salle de 50, 25, c'est bien. Et ça part en flèche. Et de partir de là, la confiance vient. Il y a eu certes des jours un petit peu plus mous, parce que c'est travailler tous les jours, dans la chaleur, tracter, essayer de se reposer, manger. J'en ai perdu 6 kilos, cette histoire, 6 kilos. Finalement, on a fait complet, tout le temps. Et à la fin, je faisais des petits sondages. Je demandais au public qui a vu mon manager, qui a été tracté par moi, qui a été tracté par ma sœur, par mon fils, etc. Et il y avait des petites mains qui se levaient. Je faisais des statistiques comme ça. Et à la fin, on était sur du bouche à oreille, sur Biéréduc avec les magnifiques critiques que j'avais. Et je leur disais, allez voir sur Biéréduc, je vous fatigue pas plus longtemps. Allez voir le petit journal de Alex Vizorek aussi m'a fait une belle. Le Suricat m'a fait une belle critique aussi. Et moi, j'alimentais les réseaux sociaux. Je m'étais entraînée tout l'hiver, faire des petits montages moi-même et tout. Et au final, j'ai communiqué à Max. Ça a pris. Et là maintenant, on a eu plus d'une trentaine de professionnels qui sont venus. Et là, j'ai Valérie Cornelis et Valentine Samos qui étaient mes attachés de presse sur place. Mon manager Yannick Marais qui était sur place. Et Marc Andréini est venu sur place aussi, il m'a soutenu aussi. Il est venu voir aussi, on a refait des ajustements juste devant un petit café. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ma famille, des amis, j'ai eu des surprises aussi pour me remonter un peu le moral et pour pouvoir m'aider à cette aventure féroce, quoi. C'était une guerre en fait, c'était une guerre. Et bien redescendre d'Avignon, c'est très compliqué. Redescendre d'Avignon, c'est revenir ici, c'est revenir avec ses problèmes de tous les jours.
parce que bon, bah, je suis une femme comme tout le monde, hein, j'ai mes problèmes de tous les jours, que ce soit privé, voilà, que professionnel. L'effervescence qu'il n'y avait plus n'est plus là. Je suis complètement perdue, mais complètement perdue. Et j'ai eu des comportements hyper nerveux, hyper actifs. J'ai retourné toute ma maison. J'ai eu des conversations hyper énervées. Enfin, ça a été très difficile de redescendre. Après, j'ai fait des rencontres magnifiques à Avignon. C'est ça, Avignon. Avignon, c'est des rencontres, c'est de l'amour, c'est de l'entraide. Quelques-uns de mes camarades savaient que je partais d'ici avec un truc pas très sympa. Ils m'ont soutenu, m'ont aidé, m'ont dit allez, c'est incroyable de donner une rage pareille, une colère pareille, en sachant que voilà, et ça a pété. Et à côté de ça, j'ai passé des heures avec ma régisseuse Mélanie, qui était en pause 3 à 4 avant que je ne joue. Moi, je me posais dans la loge, on a créé des liens et on commence à envoyer des messages. Au théâtre de la Marelle, des Taturiers, il y a Pascal, il y a Elodie, qui sont les patrons, avec leur petite fille Bella, qui a 12 ans. Je me voyais en elle, la fille d'indépendant, et qui allait servir les cafés sur la petite terrasse, qui travaillait. Enfin, et un théâtre plein d'amour, plein de bienveillance, des belles rencontres artistiques. Je me suis mise, j'avais un QG le premier jour, moi je suis au 1er juillet, quand tout s'installait, j'ai commencé le 5. C'était aux Azolas, là-bas, au bout de la rue des Taturiers, tenu par Mehdi, il y avait Saïda, il y avait Yanis, il y avait Tiffaine, il y avait Joseph, et eux, ils ont fait tout un service avec mes t-shirts, du matin au soir. Enfin, il y a eu une collaboration, il y a eu de l'amour, il y a eu des rencontres, il y a eu beaucoup de fatigue, et maintenant, on attend les magnifiques retombées pour la prochaine tournée qui s'étalera sûrement sur 2026-2027. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire pour la télévision ou pour des séries web ou quelque chose comme ça? Oui. D'ailleurs, j'ai un petit projet, j'en ai parlé avec Marc, donc je le garde, je ne vous dirai pas. J'y ai pensé, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que je dois aussi beaucoup m'occuper de moi, hein, et on sait bien qu'avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Donc, c'est des projets. Oui, pour la télévision, on m'a déjà approché. J'aime beaucoup écrire pour les autres. C'est un exercice qui me plaît. Je pense que la mise en scène serait... Et j'ai une collaboration d'ailleurs avec une belle petite rencontre à Avignon qui m'a demandé de le faire. Mais maintenant, voilà, je garde tout ça en secret et on verra si on a mon petit nom, Sophia Sicot, en metteur en scène, en collaboration, en coécriture. Et d'ailleurs, cette personne-là, on a beaucoup parlé à Avignon et je lui ai dit que je voulais que ce soit secret. Je voulais qu'on travaille avec cette personne ensemble, qu'on fasse un bon 15 minutes, qu'elle les présente, qu'elle le défende, qu'elle fasse ce qu'il faut. Et donc cette personne-là, quand elle sera sur scène et que ça fonctionnera, on pourra se dire aussi, il faut que ça fonctionne aussi entre nous. Hein, il faut que ça passe. Donc une fois que le sketch sera bien ficelé, qu'on s'en sentira bien tous les deux, l'artiste et moi, eh bien on pourra s'imaginer de faire alors un plus long. Mais il y a des collaborations, oui, qui se profilent et qui se projettent. Alors, nom de code, Sophia Sicot. Oui. Âge approximatif, profession antérieure à l'humour, inspectrice, confirmé? Confirmé. Motif d'humour, sujet le plus comique, divorce, ado ou générationnel gap? Les trois. Vous avez déclaré avoir été dans une cage dorée un peu trop jeune. Quelles preuves fournissez-vous? J'aurais pu m'abrutir. Objet trouvé sur les lieux, ton cours d'improvisation. Pourquoi l'avoir touché le mercredi soir? Résultat? C'était peut-être un dîner de con. Je sais pas. Alors, contenu cumulé. Coiffeuse, plus inspectrice, plus humoriste. Des regrets? Aucun. Que de la nourriture. C'était plein d'expériences enrichissantes. Aucun regret. Alors, 30 shows sold out à Liège pour Sans Gêne. Miraculeux ou coefficient de popularité accru? Abonnement de la Comédie Centrale. Et beaucoup de gens qui voulaient voir le nouveau spectacle.
et beau travail d'Éric Marquis. Dans l'affaire Flic ou femme, quel suspect t'a le plus inspiré? Toi-même ou le public? Alors, moi-même, en effet, mais le public, parce qu'ils avaient des autres professions et j'aimais bien désagler leur profession. Et alors, mon final, Dieu et son âme, Marie-Rose. Je pense que beaucoup connaissent le sketch de Marie-Rose. Alors, micro, chaise, rire du public, quelle preuve te touche le plus? Micro, chaise et public, quel mot? Quelle preuve te touche le plus? Public, sans éviter, ouais, sans hésitation, public. Ouais. Coiffeuse, policière, humoriste, doute d'un délit d'ennui professionnel? Non, pas d'ennui. J'ai envie de dire de curiosité professionnelle. Si tu étais une règle du code de la route, laquelle serais-tu et pourquoi? Un rond-point, parce que tu sais ce que c'est un rond-point, on tourne autour, rien ne rentre. Alors, tu arrives sur scène, priorité à droite ou effet de surprise? Effet de surprise. Comment dire? Effet de surprise, il y a la promesse de l'affiche, mais elle ne tient pas longtemps. Comment interpeller le public quand il rigole trop fort ou pas assez vite? Ne t'interpelle pas, il rit constant. Et quand il ne rit pas assez vite, je leur dis, elle était bonne celle-là, vous trouvez pas? Et là, de temps en temps, ils doivent réfléchir. Et ils rient un tout petit peu plus tard. Donc, Sophia, je vais te demander de résumer ta vie maintenant en 30 secondes maximum. Top départ. J'avais dire une petite vie tristounette, sentimentale, chaotique, avec des expériences incroyables, des grandes portes qui s'ouvrent, avec des moments tristes mais qui t'ouvrent à d'autres portails, des trucs qui se mélangent, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, drôle, triste, mais toujours drôle au final, parce que quelques années après, je ris beaucoup de ma vie avec les autres. Voilà. Si tu pouvais dîner avec 3 humoristes, vivants ou morts, qui inviterais-tu et pourquoi? Alors, Eli Kaku, parce que ça a été vraiment un personnage que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai adoré ces personnages. Je les ai rencontrés d'ailleurs sur le terrain à la police. Et Eli Kaku, De Vos, j'aime beaucoup. Ça c'est pour moi incontournable. Tous ces jeux de mots, toute cette subtilité, j'ai adoré De Vos. Et alors, une personne que je pourrais encore manger avec lui, une troisième personne. Je vais essayer de prendre une vivante quand même. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup que j'aime beaucoup. Mais il y en a une qui c'est Muriel Robin que j'ai beaucoup aimé dans le théâtre du Petit Bouvard et que je sais qu'elle a vécu des moments similaires avec moi, avec cette question de burn-out et je trouve que par moments elle me parle et même si parfois sur la fin ici je ne sais pas comment est-ce qu'elle évolue etc. Mais je l'ai aimée beaucoup et je voudrais avoir une belle conversation et un bon moment avec elle. Quelle est l'histoire la plus folle que tu as vécue sur scène ou en coaching ou... Alors, l'histoire la plus folle que j'ai eue sur scène. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu, juste à 10 minutes de la fin d'un spectacle, c'était à la Comédie en Île, il y a un monsieur qui fait un malaise. Donc, au-dessus, je sens des gling, 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 je vois des verres, etc. Et alors, à ce moment-là, il y a toutes mes professions qui se sont mises en alerte. Mon côté secouriste, j'ai dit bon, on arrête le spectacle. Vous dites où on est rue Méan pour la Comédie en Île. Vous appelez une ambulance, vous levez les pieds de monsieur. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Et pendant que d'autres personnes s'occupaient du monsieur, moi j'ai géré la salle, j'ai commencé à faire des impros, j'ai commencé à dire oh tiens tu es là et toi tu es là, j'ai commencé à tenir la salle pour ne pas qu'elle s'inquiète etc. Monsieur était en bonne main et alors c'est très drôle parce que je sais qu'il y avait un médecin dans la salle, il n'en s'est pas vanté. Il a vu qu'on a bien géré l'histoire et puis après il a dit mon Dieu mais comment est-ce qu'elle a maîtrisé ça, un truc de fou. Et puis on a repris le spectacle, le monsieur s'est repris, il a sûrement eu un petit coup de chaud, il avait bu un petit verre donc il s'est repris, ça s'est bien passé et on a terminé en beauté. Voilà.
Alors Marc, je vais te faire un petit café frappé. Magnifique. Donc comment est-ce que tu le bois? Est-ce que tu le bois avec du sucre, avec du lait? Oui, un peu de sucre, pas de lait. Pas de lait. Donc on dira metrio me choris chala. Ok. Frappé metrio choris chala. Donc ça veut dire médium sans lait. Donc metrio, on va dire une petite cuillère de sucre. Ça va pour toi Marc? Parfait. Voilà. Alors, un petit peu d'eau. Hop. Et puis, la machine. À portée de graisse, bien évidemment, dans les bagages Ryanair. Ça ne nous... Il y en a aussi chez Ikea, mais ça ne va pas aussi bien. Et là, je fais mousser. Bien, c'est bon. Voilà. Je mets les petits glaçons. Je rajoute de l'eau. Attends, je vais rechercher une paille. J'arrive. Et je rajoute une paille et je dis Stivigamas. Bien, merci. Si tu pouvais garder un objet culte d'un de tes shows, ce serait quoi? Un objet culte, un de mes shows, que je garde. C'est toujours mon képi, ma petite veste. Je l'essaye de temps en temps pour voir si je sais toujours rentrer dedans et mon pantalon. J'ai une tenue complète. J'ai une tenue complète parce que pour flic aux femmes, je l'utilisais. Et je garde ça. Ça fait partie de ma vie. Je garde. Comme je garde mes peignes, comme je garde aussi mes ciseaux. Je garde. À chaque spectacle, finalement, j'ai des objets qui me font rappeler le spectacle. Et j'ai une malle pour chaque spectacle. Et j'ai tout gardé. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir. Oh, j'aimerais bien en avoir plusieurs. J'aimerais bien être invisible. Pourquoi aller, invisible? Comme ça, je peux aller un petit peu. Mais c'est une curiosité malsaine, en fait. Ouais. Il y en a qui vont dire que dans leur vie, j'ai été pas mal curieuse, mais ça m'a servi. Curieuse, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Ouais, une petite personne invisible, mais je ne sais pas si c'est toujours bon de tout savoir. Être dans le déni, c'est bien aussi. Si ta vie devenait un film, qui pourrait t'incarner? En tant qu'actrice? Oui. Ah, Audrey Tautou, parce que quand j'ai vu Amélie Poulain, il y a une vingtaine d'années, c'est pas de la prétention du tout, mais je me suis bien reconnue. Je suis bien reconnue parce que moi j'ai été élevée dans un quartier où les épiciers ont commencé à ouvrir, les Turcs sont arrivés, les Espagnols, les Grecs. Et alors quand elle met ses mains dans les lentilles, ça, moi j'ai fait ça des milliers de fois. Je piquais des olives, tout ça. J'étais la petite chérie que tout le monde, avait sous son aile. Et alors tous ces petits coups de pute qu'elle avait, moi j'en fais tout le temps aussi. Ça me fait beaucoup rire. J'en fais encore beaucoup ici. Et ce côté un peu chevalier, ce masque, cette petite intrigue, cet amour, c'est un film qui m'a beaucoup touchée et je pense que si on devait refaire, il ressemblerait quand même un petit peu fort à celui-là. Si tu pouvais rencontrer la petite Sophia de 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors Marc, comment te dire? Je vais l'avouer. Avant de monter sur scène, je m'abaisse et je parle à la petite Sophia qui a entre 6 et 10 ans. Et je la vois avec ses petites chaussettes, je la vois avec ses petites chaussures, les chaussettes qu'elle a retournées parce que si maman voit qu'elles ont été noircies au terrain d'aventure, ça va pas le faire. Je la vois avec sa petite barrette et je lui dis allez. Chaque fois que je monte sur scène, j'ai ce rituel-là, je lui dis allez, on n'a pas eu facile, tu me donnes ton espièglerie, tu me donnes ta joie de vivre, tu me donnes tout ce que tu as de cet enfant et de cette petite fille qui est restée en toi. Moi, je suis là avec le texte, je dirige avec la mise en scène et on s'amuse comme des folles. Et je la prends par la main et je lui dis regarde où je t'emmène. Regarde comment on va être heureuse pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ça m'émeut énormément. Voilà. Si tu étais un accessoire sur scène, lequel serais-tu? Un accessoire sur scène, je serais mon micro. Si tu étais un plat?
Un plat, spaghetti bolognaise. Moi, C'est pas j'adore. très grec, ça. Pardon? C'est pas très Mais grec. c'est pas très grec, mais j'adore. Mais alors, le bon spaghetti bolognaise avec le bon fromage, avec la bonne petite baguette croustillante, le bon verre de vin, voilà, ça, c'est mon plat préféré. Si tu étais un mot inventé, Un mot inventé. Tu m'en poses des questions, Marc. Un mot inventé. Attends, j'arrive déjà pas à retenir les mots qui existent. Un mot inventé. et si c'était un mot non inventé, qu'est-ce qui te définirait le plus? Qu'est-ce qui te représenterait le mieux? Alors, si j'étais un mot inventé, je pourrais dire hyper fragile, activité, tristounéguétude. Voilà. C'est pas facile à écrire, ça. Hein? Mais elle est là. Ok. Si tu étais une couleur pour définir ton style comique, Noir. Si. Même si mon humour n'est pas noir, j'adore en faire en aparté, mais je ne l'assume pas. si tu étais une époque, tu vivrais quand? Je serais dans 1960. Pourquoi cette année? Parce que c'est les années yéyé, parce que c'est la libération, parce que c'est ce côté un peu révolutionnaire qui me parle. Si tu étais un animal sur scène, Une féline avec une petite moustache. C'est un peu grec, ça, non? si tu étais un lieu où écrire, ce serait lequel? Un café bien animé pour voir des gens passer et parce que le silence me perturbe. Le silence, voilà, si j'écris à la maison par exemple, ben, je vais me lever refaire mon lave-vaisselle ou je vais aller mettre ma machine. Là, il faut que je sois dans un café, j'aime encore bien, et pouvoir, je griffonne comme ça et je vois les gens passer, je peux dire bonjour, puis griffonner. Ça, j'aime encore bien ça. Si tu étais une œuvre d'art, Une œuvre d'art. Oh, attends, là, je vais devoir réfléchir. Si j'étais une œuvre d'art, je serais une peinture de Monet. Vous savez, ces petits étangs tout calmes avec ces nénuphars, alors que moi, je ne suis pas du tout ça. impro ou texte appris, Impro, microphone ou caméra cachée, caméra cachée, scène comique ou forum théâtre, scène comique, répétition matinale ou veille de spectacle, jamais de répétition, café, thé ou eau pétillante avant de monter sur scène, vin blanc, solo ou duo, solo, one woman show ou atelier d'impro, one woman show, clin d'œil au public ou interaction spontanée, interaction spontanée, Bruxelles, Liège ou ailleurs, les trois, stylo plume ou clavier. plume. Bien. Santé! Jamais avec un café, mais c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera avec de l'ouzo. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu, on refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuyaux s'envolent.